Un homme inoubliable ne se mesure pas par ce qu'il donne, mais par ce dont il cesse d'avoir besoin. Ce qui marque dans l'esprit d'une femme n'est ni l'insistance ni les promesses, c'est l'énergie ferme de quelqu'un qui se choisit lui-même avant quiconque. Parce que ce qui est véritablement magnétique n'est pas de supplier, ni de poursuivre, ni de prétendre. C'est de maintenir une présence si solide que même le silence pèse plus que 1000 mots. La vérité est dure. Un homme s'efface lorsqu'il dépend, s'use lorsqu'il insiste et devient invisible lorsqu'il cherche l'approbation. En revanche, il devient un symbole lorsqu'il apprend à marcher sans avoir besoin d'être choisi, lorsqu'il habite son centre et projette une puissance interne qui ne s'achète ni ne se feint. C'est la différence entre être une option de plus ou se transformer en un souvenir impossible à effacer. Ici, on ne parlera ni de jeu ni de masque. On parlera de psychologie, d'émotion et d'énergie, de comment un homme qui se maîtrise lui-même impacte le plus profond de l'inconscient féminin, laissant une empreinte qui transcende le physique. Parce qu'une femme ne se souvient pas de celui qui supplie, elle se souvient de celui qui impose le respect sans le dire, de celui qui ne demande pas, mais qui ne passe jamais inaperçu. Restez jusqu'à la fin, car vous connaîtrez 9 leçons que tout homme peut pratiquer au quotidien pour devenir cette présence inoubliable qui ne s'estompe pas, même dans le silence et la distance. 1. Choisis-toi avant de chercher à être choisi. Un arbre qui n'a pas pris de racines solides ne peut pas supporter le poids de ses branches, peu importe à quel point il essaie de grandir vers le ciel. Il en va de même pour un homme qui ne se choisit pas lui-même et prétend être choisi par une femme. Lorsqu'il n'y a pas de solidité interne, tout regard extérieur devient la seule nourriture. Et dans cet état, loin d'attirer, on transmet le manque. L'erreur est de croire que la valeur personnelle dépend de l'acceptation des autres, comme si notre propre éclat avait besoin du reflet des autres pour exister. L'homme qui ne se choisit pas vit dans l'anxiété, attendant d'être approuvé, reconnu ou validé, et ce vide est perceptible. Une femme peut sentir au plus profond d'elle-même quand quelqu'un se propose comme une option désespérée, quand son essence est conditionnée à être acceptée. Cela ne génère pas de magnétisme, cela génère un rejet silencieux. C'est pourquoi la première étape pour devenir inoubliable est de couper cette racine pourrie de dépendance et de commencer à construire de l'intérieur, à partir de la fermeté de se choisir avant tout regard extérieur. Se choisir signifie reconnaître que ta vie n'est pas en pause, en attendant que quelqu'un l'active. Cela signifie que tes projets, tes passions et ta discipline ont une valeur si grande qu'ils ne se négocient pas pour une simple approbation. Quand tu te choisis, ton temps cesse d'être au service de l'attente et commence à être au service de ta croissance. Cette force se projette inconsciemment et c'est ce qui suscite le respect et l'admiration. Une femme ne peut pas oublier un homme qui se choisit car cet homme devient une référence, un symbole d'autosuffisance. Comment éviter de tomber dans le piège d'attendre d'être choisi? D'abord, arrête de modeler ton identité pour plaire. Si tu réprimes ce que tu penses ou fais des choses que tu ne veux pas juste pour gagner l'approbation, tu trahis ton centre. Une femme ne se souvient pas d'un imitateur. Elle se souvient de celui qui reste fidèle à lui-même, même quand il sait que tout le monde ne l'acceptera pas. Deuxièmement, investis ton énergie dans ce qui renforce ton caractère. Je ne parle pas de chercher la perfection, mais de travailler sur ton corps, ton esprit et tes émotions de manière constante. Quand un homme se discipline, il n'a pas besoin de parler de sa valeur, sa seule présence le transmet. Il est également vital d'arrêter de rivaliser pour l'attention. Chaque fois que tu te compares aux autres pour voir qui brille le plus, tu donnes ton pouvoir à une bataille vide. Un homme inoubliable ne rivalise pas, car sa valeur ne dépend pas du contexte extérieur. Il est tellement enraciné en lui-même que la comparaison n'a pas de sens. Et cet état est le plus marquant, car il projette un message inconscient. Je n'ai pas besoin que tu me choisisses, parce que je me suis déjà choisi. Cette déclaration silencieuse est ce qui reste gravé dans l'esprit d'une femme. Si tu veux que ta présence pèse plus que ton absence, commence par cette habitude.
Chaque matin, demande-toi si ce que tu vas faire ce jour-là te rapproche de la vie que tu veux construire pour toi, pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Cette simple pratique t'entraîne à prendre des décisions à partir de l'autosuffisance et non de la dépendance. À long terme, cette constance transforme ton énergie en pur magnétisme. Parce qu'au final, la mémoire féminine ne se lie pas à l'homme qui demande à être vu, mais à celui qui brille sans le demander. Et c'est le véritable choix, te choisir en premier pour que personne ne puisse t'effacer par la suite. 2. Maîtrise ton silence comme une arme puissante. La mère n'a pas besoin de rugir pour imposer le respect. Sa tranquillité profonde suffit à rappeler à tous qu'il y a en dessous une force capable de déplacer des continents. C'est ainsi que fonctionne le silence chez un homme. Non pas comme une absence vide, mais comme un langage invisible qui communique pouvoir, sécurité et contrôle. L'erreur est de penser que seul celui qui parle le plus ou qui explique le plus se fait remarquer, alors qu'en réalité, l'inoubliable se construit dans les espaces où les mots n'arrivent pas. Une femme ne se souvient pas de celui qui a rempli chaque seconde de bruit. Elle se souvient de celui qui a su se taire au bon moment et a laissé le poids de sa présence parler pour lui. Le silence bien utilisé n'est jamais une faiblesse, c'est une maîtrise. Un homme qui se sent mal à l'aise en se taisant révèle de l'anxiété, montre qu'il a besoin de combler les vides pour ne pas être oublié. En revanche, celui qui maîtrise le silence démontre qu'il ne craint pas sa propre compagnie, qu'il n'a pas besoin de se justifier ni de décorer chaque geste. Cela a un impact direct sur l'inconscient féminin, car cela transmet la fermeté et la sécurité, deux qualités qui résonnent beaucoup plus fort que n'importe quel mot répété. Maîtriser le silence signifie apprendre à ne pas réagir à chaque provocation, à ne pas répondre immédiatement juste par besoin d'avoir le dernier mot. Souvent, la réaction précipitée devient une arme contre soi-même. Lorsqu'on s'attend à ce que tu exploses, que tu te défendes ou que tu supplies, et qu'à la place on trouve le calme et le contrôle, le message est clair. Rien d'extérieur ne gouverne ton centre. Ce contraste est inoubliable. Comment faire du silence ton allié? D'abord, entraîne ta capacité d'écoute. N'écoute pas pour répondre, écoute pour comprendre. L'homme qui prête vraiment attention a plus d'impact que celui qui interrompt pour chercher à être le centre d'attention. Une femme se sent vue quand quelqu'un capte ses mots sans avoir besoin de remplir l'air de réponse automatique. Deuxièmement, accepte les moments inconfortables sans désespérer. Le silence dans une conversation peut sembler un vide, mais en réalité, c'est un miroir. Celui qui ne le tolère pas fuit de lui-même. Celui qui le maîtrise reflète la sécurité. Un autre conseil pratique est de contrôler tes émotions à travers le silence. Tu n'as pas toujours besoin de te justifier, d'expliquer tes décisions ou de réagir instantanément. La pause avant de parler peut éviter des erreurs qui te font paraître faible ou nécessiteux. Ce contrôle améliore non seulement tes relations, mais renforce aussi ta discipline personnelle, car tu apprends à te gouverner au lieu d'être emporté par des impulsions. Le silence peut aussi devenir une forme de présence. Lorsque tu te retires sans drame, sans discours interminable, ton absence pèse plus que toute tentative d'expliquer ce que tu n'as plus besoin de dire. Une femme n'oublie pas l'homme qui a su se retirer calmement, car son énergie continue de résonner sans bruit. C'est là le véritable pouvoir, marqué par ce que tu tais, non par ce que tu répètes. Pratique cela au quotidien. Lorsque quelqu'un cherche à provoquer une réaction chez toi, respire et garde le silence avant de répondre. Lorsque tu ressens le besoin de justifier tes décisions, rappelle-toi que celui qui sait ce qu'il vaut n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Fais du silence un bouclier qui te protège et une épée qui coupe toute tentative de manipulation. Ainsi, peu à peu, ta présence devient plus intense, plus difficile à ignorer. 3. Deviens un symbole, pas une option. La montagne ne bouge pas pour impressionner ceux qui la regardent. Elle reste ferme, imposante et silencieuse, et pourtant elle coupe le souffle à ceux qui la contemplent. C'est ainsi qu'un homme inoubliable doit se projeter, non pas comme quelqu'un qui lutte pour être choisi, mais comme une présence qui inspire et transcende.
Celui qui cherche à être une option vit dans l'insécurité de la comparaison, tandis que celui qui incarne un symbole devient irremplaçable, car il représente quelque chose qui va au-delà du commun. Être une option signifie ajuster son identité pour s'adapter, modifier ses attitudes pour plaire et accepter des conditions pour être pris en compte. Cette posture transmet le besoin, la faiblesse et le manque de direction. Personne ne se souvient de ce qui est facilement remplaçable. Être un symbole, en revanche, c'est occuper une place dans la mémoire par la force de ce que l'on représente. Il ne s'agit pas de concourir ou de se distinguer parmi plusieurs. Il s'agit de devenir une référence impossible à ignorer. Le chemin pour devenir un symbole commence par une authenticité radicale. Lorsque la vie s'aligne avec des principes clairs, il n'est pas nécessaire de faire de longs discours pour montrer qui l'on est. Les actions parlent, la discipline reflète le caractère et la cohérence projette le respect. Cette combinaison marque profondément dans l'inconscient féminin, car elle transmet la stabilité et la conviction. L'inoubliable ne naît pas de ce qui est promis, il naît de ce qui est incarné jour après jour. Pour éviter de rester coincé dans le rôle de simple option, il faut cesser de concourir pour l'attention. Celui qui concourt a déjà perdu, car il reconnaît qu'il existe à la même échelle que les autres. Au lieu de s'épuiser à essayer de surpasser les autres, le véritable objectif doit être de construire son propre chemin, solide et clair. Celui qui avance avec direction devient un symbole de but, tandis que les autres se perdent dans l'immédiateté. La cohérence est un autre pilier. Il ne suffit pas de montrer de la fermeté un jour et de fléchir le lendemain. La mémoire s'enregistre avec constance. Celui qui maintient ses habitudes, respecte sa parole et se tient même dans l'adversité, transmet un message impossible à effacer. Je suis fiable, même quand tout s'effondre. Cette fermeté devient la marque qui distingue quelqu'un de mémorable de quelqu'un de commun. Il est également vital d'investir dans sa propre identité. Il ne s'agit pas de décorations extérieures ou d'apparence, mais d'essence. Se demander ce que représente la vie, quelles sont les valeurs non négociables et quel est le but qui guide chaque pas et ce qui transforme une personne en symbole. Lorsqu'il y a une clarté dans l'identité, il n'y a pas besoin de crier pour être reconnu, car la simple présence l'impose. Le symbole ne cherche pas, ne supplie pas, ne s'offre pas comme alternative. Il se tient à son centre et devient un souvenir inévitable. Alors que les options sont facilement oubliées, le symbole reste. Et c'est le véritable secret. Arrêter d'attendre une place sur la liste des choix et construire une présence que personne ne peut effacer, parce qu'elle représente quelque chose qui transcende l'éphémère et laisse une empreinte éternelle. 4. Reflète sa vérité sans la manipuler. Un miroir n'invente jamais un visage, il ne fait que renvoyer ce qu'il a en face avec clarté, même ce que beaucoup préféreraient cacher. C'est la véritable force de celui qui devient inoubliable. Il ne manipule pas, il ne déforme pas, il reflète simplement. Un homme qui reflète la vérité d'une femme sans avoir besoin de détour parvient à toucher des couches profondes de son esprit et de son émotion. Car il ne devient pas un acteur de théâtre, mais un catalyseur d'authenticité. L'erreur la plus courante est de vouloir convaincre, embellir, exagérer ou même inventer pour susciter de l'intérêt. Cette stratégie peut générer une attention momentanée, mais elle ne laisse jamais de traces. Manipuler montre qu'il n'y a pas de sécurité intérieure, qu'il faut altérer la réalité pour être accepté. Ce manque se perçoit, et bien qu'au début il puisse tromper, à long terme il devient évident. Ce qui reste gravé n'est pas le mensonge, mais la force de celui qui a osé montrer sans peur ce que l'autre porte en lui. Refléter la vérité signifie être présent de manière consciente, sans avoir besoin de juger ou de déguiser. Beaucoup de femmes traînent des ombres, des insécurités ou des blessures que rarement quelqu'un ose pointer avec fermeté et sans cruauté. L'homme qui parvient à refléter ses vérités sans chercher à contrôler devient une figure difficile à effacer, car il ne s'est pas limité à divertir, mais est devenu un déclencheur de l'autoconscience. Comment appliquer cela au quotidien? D'abord,
Évitez de tomber dans la complaisance constante. N'acceptez pas tout et ne dites pas toujours ce que vous voulez que l'autre entende. Exprimez calmement mais fermement ce que vous pensez, même si vous savez que cela peut déranger. Cette friction, loin de créer du rejet, suscite le respect, car elle montre que vous ne vivez pas pour plaire. Deuxièmement, développez la capacité d'observer. Il ne s'agit pas seulement d'écouter des mots, mais de remarquer des gestes, des silences et des contradictions. Lorsque vous reflétez ce que l'autre montre inconsciemment, vous laissez une impression impossible à ignorer. Il est également essentiel d'apprendre à soutenir la vérité sans l'utiliser comme une arme. Refléter n'est pas attaquer, c'est montrer avec clarté. Si vous utilisez la vérité pour humilier ou manipuler, vous perdez le respect. Mais si vous l'utilisez pour construire, pour donner une perspective, vous créez un lien solide, basé sur l'authenticité. L'esprit féminin garde cette expérience car il n'est pas courant de trouver quelqu'un qui montre avec fermeté sans avoir besoin de dominer. Une autre façon pratique de cultiver cette habitude est de travailler sur votre propre miroir intérieur. Celui qui n'ose pas affronter ses propres ombres peut difficilement refléter clairement celles des autres. L'authenticité commence par vous. Lorsque vous avez accepté vos défauts, vos peurs et vos contradictions, vous projetez une énergie différente. Vous ne parlez pas d'un point de vue supérieur, vous parlez d'expérience. Cela génère un reflet plus puissant parce qu'il est perçu comme réel. Le reflet authentique n'est pas oublié car il active des processus internes. Une femme peut oublier des mots flatteurs ou des gestes superficiels, mais elle n'oublie jamais celui qui l'a fait se voir vraiment. Celui qui l'a confronté à ses lumières et ses ombres, sans déguisement ni manipulation. C'est là le secret de l'inoubliable. Être comme ce miroir qui n'a pas besoin d'ornement, car tout ce qu'il renvoie est la réalité pure. 5. Habite ton centre et ne dépend pas du lien. La tornade dévaste parce qu'elle tourne sans contrôle, mais l'œil de la tempête reste serein au milieu du chaos. Ce centre est le véritable pouvoir, le lieu d'où tout se maintient sans s'effondrer. C'est ainsi qu'un homme doit vivre s'il veut devenir inoubliable, non pas en tournant autour du lien ni en se perdant dans le besoin d'être approuvé, mais en habitant son propre centre, stable et ferme, avec la clarté que rien d'extérieur ne définit sa valeur. Quand quelqu'un se donne entièrement à dépendre du lien, il perd l'équilibre. Chaque geste d'approbation ou de rejet devient une tempête, chaque absence un coup dévastateur. Cette dépendance n'inspire ni respect ni admiration, elle transmet le vide et la faiblesse. Une femme ne se souvient pas intensément de celui qui s'est dissous en elle, elle se souvient de celui qui a su rester ferme même au sein de la relation, de celui qui n'a pas perdu son essence pour plaire. Habiter son propre centre signifie avoir une vie qui ne se paralyse ni ne s'effondre si le lien change. Cela signifie que ton but, tes objectifs et ton énergie restent intacts, que quelqu'un reste ou parte. Cette indépendance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Et le curieux, c'est que plus tu te tiens fermement dans ton centre, plus tu as d'impact sur l'inconscient féminin. Parce que tu projettes de la force et de la sécurité dans un monde où beaucoup cèdent à la dépendance. Comment éviter de tomber dans ce piège ? D'abord, établis tes priorités avant d'entrer dans une relation. Si ton identité se construit uniquement autour d'une autre personne, tu donnes ton centre. Demande-toi toujours quelles sont les choses intouchables dans ta vie, tes projets, ta discipline, ton bien-être physique et mental. Lorsque ces piliers sont clairs, aucun lien ne parvient à te tirer hors de ton axe. Deuxièmement, apprends à reconnaître les signes de dépendance. Si tu remarques que tes émotions dépendent uniquement des gestes de l'autre personne, tu perds ton équilibre. Au lieu de chercher constamment confirmation, pratique l'autosuffisance émotionnelle. Cela se fait en consacrant du temps à renforcer tes routines, en prenant soin de ton corps, en entraînant ton esprit et en nourrissant des passions qui ne tournent pas autour du lien. Troisièmement, n'oublie pas qu'aimer ne signifie pas s'annuler. L'amour authentique ne naît pas du besoin, il naît du choix. Lorsque tu décides d'être avec quelqu'un par liberté et non par dépendance, l'énergie que tu projettes change complètement.
L'esprit féminin se souvient plus intensément de celui qui choisit à partir de l'abondance et non de la peur d'être seul. Habiter le centre implique aussi d'apprendre à maintenir le silence quand c'est nécessaire, à ne pas réagir avec désespoir si l'attention n'arrive pas comme tu l'espérais. Ce calme est perçu et marque profondément. Une femme n'oublie pas celui qui a su maintenir son axe, même lorsqu'il aurait pu tomber dans le tourbillon de l'insécurité. La présence la plus puissante n'est pas celle qui se donne jusqu'à disparaître, mais celle qui se tient ferme et choisit de partager à partir de la plénitude. C'est l'homme qui laisse une trace, celui qui habite son centre, celui qui ne dépend pas du lien pour exister, celui qui devient une force stable au milieu du chaos. 6. Fais de ton énergie ton plus grand langage. Un feu n'a pas besoin de s'annoncer pour que tout le monde le ressente. La simple proximité suffit pour que la chaleur s'impose, sans mots ni explication. C'est ainsi que fonctionne l'énergie d'un homme inoubliable. Elle ne nécessite pas de discours interminables, ni de démonstrations exagérées, car sa seule présence communique l'essentiel. L'énergie projetée est le véritable langage qui reste gravé dans l'esprit et l'émotion d'une femme. Beaucoup pensent que la conquête dépend de ce que l'on dit, de ce que l'on offre ou de ce que l'on promet. Cependant, ce qui marque vraiment est ce qui est transmis sans parler. Un regard sûr, une posture ferme, un calme qui ne se brise pas sous la pression, un silence chargé d'intensité, tout cela laisse des traces invisibles dans l'inconscient féminin. L'inoubliable naît de ce qui vibre dans l'énergie, pas de ce qui se répète en paroles. L'énergie reflète ce qui est à l'intérieur. Si tu vis dans l'anxiété, l'insécurité ou la peur, ta présence le révélera même si tu essaies de le cacher avec des gestes superficiels. Si tu habites le calme, la confiance et le but, cela se projettera sans effort. L'esprit féminin capte ces signaux même s'il n'en est pas conscient. C'est instinctif, presque biologique. C'est pourquoi celui qui veut devenir inoubliable doit d'abord travailler sur son intérieur. Car ce qui est à l'intérieur finit toujours par s'exprimer à l'extérieur. Comment cultiver une énergie qui parle plus fort que n'importe quelle phrase? Commence par prendre soin de ton corps. Non pas par vanité, mais par discipline. L'énergie vitale se construit avec un repos adéquat, un exercice constant et une alimentation qui renforce plutôt qu'affaiblit. Un homme épuisé et négligé ne transmet pas de pouvoir, il transmet de l'usure. En revanche, celui qui prend soin de lui projette une force et une vitalité qui sont perçues instantanément. Ensuite, travaille ton esprit. Les pensées répétées génèrent la vibration qui est émise. Si ton esprit est chargé de négativité, d'insécurité et de plainte, c'est l'énergie que tu transmettras. Si tu entraînes ton esprit à se concentrer, à être clair et à être reconnaissant, tu projetteras la stabilité. Une femme n'oublie pas celui qui la fait se sentir en paix et ferme sans avoir besoin de parler beaucoup. Un autre aspect essentiel est d'apprendre à gérer les émotions. L'énergie se distord lorsque tu te laisses emporter par des impulsions, lorsque tu réagis avec colère, désespoir ou excès. En revanche, elle se renforce lorsque tu maintiens le calme même sous pression. Cette capacité à garder le contrôle émotionnel ne parle pas seulement de maturité, elle suscite aussi le respect et l'admiration. Pratique cette habitude quotidiennement. Entre dans n'importe quel endroit en étant pleinement conscient de ce que tu transmets. Il ne s'agit pas de feindre la sécurité, mais de se rappeler qui tu es et ce que tu représentes. Marche droit, garde le regard ferme, parle seulement ce qui est nécessaire et laisse ton énergie compléter ce que les mots ne disent pas. Fais de ta présence une expérience, pas une simple rencontre. Au final, les belles phrases sont oubliées, les cadeaux perdent leur éclat et les promesses peuvent être brisées. Ce qui reste, c'est l'énergie que l'on a ressentie en étant près de toi. Cette vibration est celle qui marque la mémoire, car elle ne se fabrique pas et ne se copie pas. Lorsque tu fais de ton énergie ton plus grand langage, tu deviens impossible à effacer. 7. Transformez votre absence en une présence indélébile. L'ombre ne crie pas, ne s'impose pas, mais quand la lumière disparaît,
Son absence se fait sentir avec une force qui pèse plus que n'importe quel mot. C'est ainsi que doit être l'empreinte d'un homme inoubliable, quelqu'un dont l'absence n'est pas perçue comme un vide indifférent, mais comme un rappel constant de ce que représentait sa présence. Il ne s'agit pas de disparaître par caprice ou de manipuler avec distance, mais de comprendre que l'absence bien construite a plus d'impact que la présence exagérée. L'erreur la plus courante est de croire que pour rester dans la mémoire de quelqu'un, il faut insister, envoyer des messages constants, être disponible à tout moment. Cette surexposition tue le mystère et transforme ce qui est précieux en quotidien. Ce qui est facile à obtenir est rarement apprécié. En revanche, lorsqu'un homme apprend à utiliser son absence avec intelligence, il éveille dans l'esprit féminin une tension psychologique difficile à ignorer. L'absence parle plus fort parce qu'elle active l'imagination, et l'imagination agrandit toujours ce qu'elle ne peut pas avoir. Transformer l'absence en présence ne signifie pas disparaître sans raison, ni jouer à l'indifférence. Cela signifie laisser des traces si profondes que même dans le silence, votre énergie continue d'accompagner. Cela se produit lorsque l'interaction ne se limite pas à la surface, lorsque chaque mot, chaque regard et chaque action ont du poids et de la cohérence. Ainsi, lorsque vous n'êtes pas là, le souvenir s'active automatiquement, parce que ce que vous avez offert était authentique et solide. Comment y parvenir en pratique ? D'abord, prenez soin de la qualité de vos moments présents. Il ne s'agit pas de combien de temps vous partagez, mais de l'intensité avec laquelle vous le faites. Une conversation profonde, un regard qui transmet la sécurité, un geste authentique marque beaucoup plus que des heures entières de convivialité superficielle. La qualité construit des souvenirs, la quantité les dilue. Deuxièmement, évitez le besoin d'être toujours disponible. Être trop accessible transmet de l'anxiété et de la dépendance. Marquez vos propres temps, respectez vos projets et faites de votre vie une priorité. Lorsque votre monde ne tourne pas uniquement autour du lien, votre absence acquiert un poids différent. Elle n'est pas perçue comme de l'indifférence, mais comme de l'indépendance, et cela suscite le respect. Troisièmement, utilisez le silence avec intelligence. Ne pas répondre immédiatement n'est pas un manque d'intérêt, c'est du contrôle. Le silence crée de l'espace pour que l'esprit de l'autre vous cherche, pour qu'il imagine, pour qu'il ressente le manque. Cette distance calculée renforce le souvenir, parce que ce que l'on n'a pas tout le temps est plus apprécié. Il est également essentiel de cultiver un héritage énergétique. Lorsque votre façon de parler, votre assurance et votre authenticité laissent une empreinte, vous n'avez pas besoin d'être physiquement présent pour rester. Votre absence devient un rappel automatique de ce que vous représentez. C'est le point où la mémoire ne peut pas vous lâcher, parce que chaque détail ravive votre image. L'inoubliable ne se construit pas dans la saturation, mais dans l'espace que l'on laisse. Une femme peut facilement oublier l'homme qui était toujours derrière elle, mais elle oublie difficilement celui qui a su se retirer calmement et dont l'absence s'est transformée en présence constante dans son esprit. C'est là le véritable pouvoir, être là même quand on n'est pas là. 8. Sois un mystère dans un monde d'évidence. Le livre le plus précieux n'est pas celui qui se lit en une après-midi, mais celui qui oblige à s'arrêter à chaque page, celui qui ne révèle pas tout d'un coup et laisse toujours de la place à l'interprétation. C'est ainsi qu'un homme inoubliable doit être non pas une histoire prévisible que l'on connaît dès le premier chapitre, mais un énigme qui éveille la curiosité et maintient l'attention. Dans un monde où tout le monde montre immédiatement ce qu'il est, celui qui garde le mystère devient l'exception et cette rareté est impossible à ignorer. Il est courant d'exposer chaque détail de la vie comme si c'était une obligation, de raconter tout ce que l'on pense, de partager chaque mouvement et chaque émotion sans filtre. Cette transparence excessive n'est pas une vertu, c'est de la surexposition, et ce qui est montré trop rapidement perd de la valeur. Ce qui est prévisible est ennuyeux, ce qui est évident cesse d'éveiller l'intérêt.
En revanche, ce qui n'est pas tout à fait compris génère du magnétisme, car l'esprit humain ne supporte pas les vides et cherche à les combler avec l'imagination. Une femme ne se souvient pas de celui qui a été évident dès le début. Elle se souvient de celui qui ne s'est jamais laissé complètement déchiffrer. Être un mystère ne signifie pas être faux ou inventer un masque. Cela signifie d'oser, garder, choisir intelligemment ce qui est révélé et ce qui est réservé. Cela implique de maintenir un espace intérieur inaccessible, un lieu où tout le monde n'entre pas, et cette réserve projette une aura puissante. Le mystère n'est pas une distance froide, c'est une richesse intérieure qui n'a pas besoin d'être montrée à chaque instant pour exister. Comment l'appliquer au quotidien? D'abord, contrôlez ce que vous partagez. Il ne s'agit pas d'être hermétique, mais d'éviter de livrer toute votre vie immédiatement. Si quelqu'un sait déjà tout de vous dès le début, il n'a plus rien à découvrir. Apprenez à laisser de l'espace pour qu'ils posent des questions, pour qu'ils enquêtent, pour qu'ils cherchent. Cette recherche est ce qui maintient l'attraction vivante. Deuxièmement, évitez d'être prévisible dans vos réactions. L'homme qui répond toujours de la même manière devient facile à lire, et ce qui est facile à lire cesse de générer de l'intérêt. Restez calme quand on s'attend à ce que vous explosiez. Souriez quand on s'attend à du silence. Gardez le silence quand on s'attend à une explication. Cette capacité à briser les schémas suscite l'admiration car elle révèle la maîtrise et le contrôle de soi. Troisièmement, cultivez votre propre monde. Le mystère ne repose pas sur la simple réserve, mais sur la richesse d'une vie intéressante. Investissez dans des projets, des passions, des apprentissages qui vous rendent plus complexes et plus profonds. Plus votre monde intérieur est vaste, plus il sera impossible de l'épuiser en une seule conversation. Une femme n'oublie pas celui qui l'inspire à découvrir plus, car chaque rencontre laisse la sensation qu'il reste encore beaucoup à connaître. Le véritable mystère n'est pas une stratégie, c'est le résultat d'une vie solide. L'évident est oublié, l'énigmatique reste gravé. Être un mystère dans un monde d'évidence n'est pas un jeu, c'est une déclaration. Tout le monde n'a pas accès à tout ce que vous êtes, et celui qui réussit à s'approcher saura qu'il est face à quelqu'un de différent. Cette rareté est celle qui transforme la mémoire et fait de votre figure un souvenir impossible à effacer. Le silence n'est pas la fin, c'est l'épreuve la plus dure. Lorsque tu appliques le non-contact, tu ne fermes pas une histoire, tu ouvres la porte à un terrain où ta vraie valeur est mesurée. Ici, ce n'est pas celui qui attend le plus qui gagne, ni celui qui désespère d'un message. Ici, gagne celui qui comprend que se taire n'est pas se rendre, c'est montrer qu'il n'a pas besoin de supplier quoi que ce soit. Beaucoup d'hommes pensent que cesser de parler est suffisant, mais ils se trompent. Le vrai jeu commence après le silence. C'est dans ce vide qu'elle observe, analyse et décide si elle va te chercher ou si elle va t'effacer. Et c'est dans ce même vide où tu décides si tu vas devenir un homme qui s'effondre en attendant de l'attention, ou un homme qui grandit, se renforce et la fait se demander en silence ce qu'elle a perdu. Ce processus ne consiste pas à attendre les bras croisés. Il s'agit de construire du respect de soi, d'envoyer un message sans mots. Je continue à avancer avec toi ou sans toi, parce que lorsque le silence est soutenu par la discipline, la composture et la croissance personnelle, il cesse d'être une absence et devient une présence qui pèse plus que n'importe quel mot. Cette vidéo est pour t'apprendre à transformer cette stratégie en quelque chose de beaucoup plus grand que d'attendre simplement une réaction. C'est le début d'une phase critique où tu définis si elle revient dans ta vie par respect et attirance, ou si elle disparaît pendant que tu t'élèves à un autre niveau. Et cela dépend uniquement de la façon dont tu te comportes après avoir gardé le silence. 1. Assume que le silence n'était que le début. C'est comme quand un boxeur se retire dans son coin après le son de la cloche. Le combat n'est pas terminé. Un espace vient juste de s'ouvrir pour respirer, mais ce qu'il fait pendant cet intervalle détermine s'il revient plus fort ou s'il revient vaincu.
Le silence qui survient après avoir appliqué le non-contact fonctionne de la même manière. Beaucoup pensent que se taire est suffisant, que couper la communication est la victoire. La réalité est différente. Le silence n'est que le début du véritable test. C'est ici que ta résistance, ton contrôle et ta capacité à maintenir fermement la stratégie sont mesurés. Si tu succombes à la tentation de le rompre, tu gâches tout, parce que le silence n'a pas été conçu pour attendre, il a été conçu pour te transformer. Assumer que le silence n'est que le début signifie que ta tâche n'est pas de t'asseoir et de compter les jours jusqu'à ce qu'elle revienne. C'est comprendre que cet espace devient ton terrain d'entraînement. Ici, tu commences à renforcer ta discipline, à observer comment elle réagit sans que tu aies à lever le petit doigt et à rediriger l'énergie que tu investissais auparavant à la poursuivre pour construire quelque chose de plus grand. La plupart des hommes échouent parce qu'ils pensent que le silence est une astuce, un moyen de manipuler. Et cette mentalité est l'erreur qui les laisse sans respect, parce que si tu romps le contact à la recherche d'un signe, la seule chose que tu démontres est le besoin. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? La première chose est de redéfinir ton objectif. Le silence n'est pas pour la tester, elle, c'est pour te tester toi-même. Si tu l'utilises seulement comme un test pour voir si elle t'écrit, tu perdras. Mais si tu le comprends comme un entraînement pour renforcer ton caractère, chaque jour de silence te donnera du pouvoir. La deuxième chose est de combler le vide par des actions. Fais de l'exercice, lis, travaille sur des projets personnels, change tes routines, apprends des compétences. Reste tellement occupé par ton progrès que le contact avec elle cesse d'être une priorité. Un homme qui vit en attente du téléphone se détruit lui-même. Un homme qui utilise le silence pour se transformer devient quelqu'un d'impossible à ignorer. Tu dois aussi apprendre à résister à l'anxiété. Le silence est inconfortable parce que l'ego veut des réponses rapides. Mais c'est ici que ton calme parle plus que n'importe quel mot. Si elle met du temps à réagir et que tu restes calme, tu projettes de la valeur. Si tu te désespères et cherches des excuses pour le rompre, tu perds le respect gagné. C'est pourquoi établis un engagement avec toi-même, ne pas vérifier les réseaux sociaux, ne pas envoyer de messages indirects, ne pas chercher d'attention déguisée en hasard. Le contact zéro est radical parce qu'il t'oblige à faire face à la vérité. Et la vérité est qu'elle doit gagner à nouveau une place dans ta vie, pas l'inverse. Enfin, assume que le silence est le début d'un nouveau standard. Il ne s'agit plus de savoir si elle revient, mais si elle revient selon tes règles, avec ton respect intact. Ne pense plus que se taire est suffisant. Le silence doit devenir une déclaration de force. Je n'ai pas besoin de supplier, je n'ai pas besoin de convaincre, ma vie continue. Quand tu comprendras que chaque seconde de non-contact est un investissement en toi, tu arrêteras de le voir comme un sacrifice et tu le verras comme la stratégie qui sépare les hommes ordinaires des hommes de grande valeur. 2. Analyse ses mouvements avec calme. Un joueur d'échecs ne gagne jamais en bougeant d'abord sans réfléchir. Il gagne en lisant chaque pièce sur l'échiquier, en anticipant les coups, en reconnaissant les modèles et en répondant avec patience. Après le non-contact, il en va de même. L'échiquier est le silence et la pièce que tu dois observer est elle. Sa réaction sera la clé qui montrera si le silence la touche vraiment ou si elle continue simplement sa vie comme si de rien n'était. L'erreur de beaucoup d'hommes est de se jeter à nouveau dans le jeu sans avoir étudié la position, et cette précipitation devient leur défaite. Analyser ses mouvements ne signifie pas être obsédé par chaque action, mais interpréter avec froideur ce qui se passe. Si elle essaie de se rapprocher avec des sous-entendus, avec des publications qui semblent conçues pour attirer ton attention, ou avec des messages déguisés en hasard, ce qu'elle fait est de mesurer si tu réponds toujours comme avant. Ne te précipite pas, ne réagis pas comme si c'était une bouée de sauvetage. Observe, respire et comprends que ces mouvements ne sont que des tests de ta résistance. Ici, le calme est ton arme la plus puissante. Il faut aussi apprendre à différencier les gestes réels des faux. Elle peut t'envoyer un message court,
Mais s'il n'y a pas de consistance ni de véritable intention de récupérer le lien derrière, alors cela ne signifie rien. Analyser calmement implique de ne pas donner de valeur immédiate à ce qui est superficiel. Beaucoup d'hommes pensent qu'une simple réaction sur les réseaux sociaux est un signe d'intérêt, et c'est là qu'ils tombent dans le piège de donner à nouveau leur pouvoir. Évite cette erreur. Observe les actions soutenues, pas les impulsions momentanées. Comment maintenir ce calme en pratique? D'abord, régule ton esprit. Si tu vérifies constamment ton téléphone en attendant son message, tu as déjà perdu. Une stratégie utile est de fixer des horaires spécifiques pour vérifier tes notifications et ne pas être lié toute la journée. De cette façon, tu réduis l'anxiété et tu entraînes l'autocontrôle. Deuxièmement, prends des notes mentales de ces modèles. Est-ce qu'elle communique seulement quand elle sent que tu t'éloignes? Est-ce qu'elle montre de la curiosité pour ta vie ou cherche-t-elle simplement une attention rapide? Cette analyse est essentielle pour ne pas te laisser emporter par des émotions momentanées. Un autre conseil est de continuer ta vie pendant que tu observes. Ne tombe pas dans l'erreur de t'arrêter pour attendre. Si elle perçoit que tout ton monde est gelé jusqu'à ce qu'elle apparaisse, le jeu est terminé. Mais si elle remarque que tu es occupé, que tu grandis et que tu avances, chacun de ces mouvements deviendra plus incertain parce qu'elle comprendra qu'elle peut vraiment te perdre. Cette pression psychologique ne peut être obtenue qu'avec calme et discipline, pas avec des réactions désespérées. Analyser calmement implique aussi de ne pas projeter d'attente. N'attends pas que chaque geste soit un signe de réconciliation. Au lieu de cela, considère-le comme des données qui t'aident à comprendre où tu te tiens. Tu découvriras peut-être qu'en réalité, elle n'est pas intéressée à revenir. Et même si cela fait mal, cela te donnera la clarté pour fermer un cycle et ne pas rester coincé dans de faux espoirs. Le calme, c'est accepter n'importe quel scénario, avec ou sans elle, parce que ta valeur ne dépend pas de sa réponse. En conclusion, ce point est simple à comprendre, mais difficile à appliquer. Il ne s'agit pas de la surveiller, il s'agit d'observer sans perdre ton équilibre. Le silence a été le premier mouvement, mais ta capacité à analyser sans précipitation est ce qui fait la différence entre paraître un homme faible et projeter un homme de grande valeur. Observe, attends et réponds seulement quand c'est nécessaire. Que ton calme soit le signal le plus fort que tu ne vis plus en réagissant à elle, mais que c'est toi qui contrôles l'échiquier. 3. Ravive l'attraction de manière subtile. Le feu qui s'éteint ne meurt pas toujours. Parfois il reste une braise cachée, silencieuse, attendant le moment juste pour se rallumer avec plus de force. C'est ainsi que fonctionne l'attraction après le non-contact. Si tu essaies de souffler avec désespoir, tu ne réussis qu'à l'éteindre complètement. Mais si tu alimentes la braise avec patience et précision, cette étincelle se transforme à nouveau en flamme. Raviver l'attraction ne signifie pas la poursuivre ni montrer de l'anxiété, cela signifie éveiller son intérêt de manière si subtile qu'il semble que tu n'as jamais essayé. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent qu'ils doivent revenir avec de grands gestes, des déclarations intenses ou des démonstrations d'amour, mais tout cela ne transmet que le besoin. La subtilité est ce qui éveille vraiment l'intrigue chez une femme. Une vie active, de nouveaux projets, des changements visibles dans ton attitude et ton environnement en disent plus que n'importe quel mot. Elle doit percevoir que tu continues à grandir sans sa présence, et cette perception est le coup le plus fort qui l'a fait se demander si te perdre était vraiment une décision intelligente. Comment y parvenir en pratique? D'abord, concentre-toi sur toi. L'attrait le plus puissant ne se construit pas avec des mots. Il se construit avec des actions. Améliore ton physique, non pas pour elle, mais pour toi. Change ton style, soigne ton image. Développe de nouvelles compétences. Lorsqu'elle verra que ta version actuelle dépasse celle qu'elle a connue, l'attraction se ravivera naturellement. Deuxièmement, utilise l'absence à ton avantage. Tu n'as pas besoin de lui parler directement pour lui rappeler ta présence. Une publication subtile sur les réseaux sociaux, une photo montrant tes progrès,
un signe que ta vie avance sans effort. Tout cela a un impact sans que tu aies à la chercher. La clé est de ne pas exagérer. Si tu le fais pour attirer son attention, cela se voit et l'authenticité disparaît. C'est pourquoi chaque action doit naître de ta discipline, non de ton anxiété. Si tu décides de t'entraîner, fais-le parce que tu veux grandir. Si tu partages quelque chose, fais-le parce que cela reflète ta vie, non parce que tu cherches à la provoquer. L'attraction se ravive quand elle perçoit que ta transformation est authentique, non fabriquée pour la manipuler. Un autre point important est l'énergie que tu transmets quand elle décide de s'approcher. Si elle réagit à ton silence par curiosité ou tente un contact, évite de répondre avec une froideur excessive ou un enthousiasme débordant. Garde un équilibre, sois cordial, mais pas dans le besoin. Montre-lui par ton attitude que ta vie est riche en expériences et qu'elle n'est pas le centre de ton univers. Cette combinaison de distance et de confiance est ce qui réveille à nouveau le magnétisme. De plus, raviver l'attraction implique de maintenir un air de mystère. Ne raconte pas tout, ne montre pas chaque détail de ta vie. Laisse des espaces en blanc pour qu'elle se demande ce qui se passe avec toi. Le mystère est un aimant puissant, et lorsqu'il est combiné avec la discipline d'un homme qui ne supplie pas, il devient une arme mortelle pour rallumer son intérêt. En résumé, la subtilité est la différence entre quelqu'un qui poursuit et quelqu'un qui attire. Le désespoir détruit le respect, mais le calme et l'authenticité le renforcent. Souviens-toi de la métaphore. Ne souffle pas fort sur la braise, nourris-la avec précision. Ta croissance personnelle, ta contenance et ta capacité à maintenir le mystère seront les éléments qui transformeront ce silence en un nouveau feu. Et le meilleur de tout, tu le feras sans le demander. Parce qu'un homme de grande valeur ne cherche pas à être attirant, il l'est simplement. 4. Éveille sa curiosité. Un livre fermé sur la table suscite toujours plus d'intérêt qu'un livre ouvert montrant toutes ses pages. L'esprit humain désire découvrir ce qui est caché, ce qui ne se révèle pas facilement. C'est ainsi que fonctionne aussi l'attraction après le non-contact. Si elle pense te connaître complètement, elle perd de l'intrigue, mais si elle perçoit qu'il y a de nouvelles couches en toi qu'elle ne comprend pas encore, son esprit commence à tourner, se demandant ce que tu fais, comment tu changes, pourquoi ton silence ne se brise pas. Cette curiosité est la graine qui peut la faire revenir vers toi. Éveiller sa curiosité ne signifie pas manipuler ou inventer une vie fausse, cela signifie cesser d'être prévisible. Quand elle sait que tu réagis toujours de la même manière, que tu réponds vite, que tu es disponible, il n'y a plus de mystère. Mais quand tu brises ce schéma et commences à bouger différemment, sans donner d'explication, la perception change. La curiosité naît de l'incertitude, et si tu apprends à la générer, tu récupères un pouvoir énorme. Comment l'appliquer en pratique? D'abord, change tes routines et montre-le sans besoin d'exagérer. Si tu allais toujours aux mêmes endroits, essaie de nouveaux environnements. Si ta vie semblait répétitive, incorpore des projets différents. Une personne qui se réinvente suscite automatiquement de l'intérêt. Deuxièmement, apprends à partager sans trop révéler. Si tu publies sur les réseaux, fais-le intelligemment. Montre du progrès, de l'activité, de l'énergie, mais ne raconte jamais toute l'histoire. Laisse des fils non résolus qui la feront se demander avec qui tu étais, ce que tu faisais, où tu vas. La curiosité ne naît pas de l'évidence. Elle naît de ce qui est partiellement caché. Un autre point essentiel est le silence stratégique. Lorsqu'elle essaie de te contacter, évite de tomber dans le piège de répondre immédiatement ou de donner de longues explications. Sois bref, direct, aimable, mais ne lui donne pas toute ton attention. Cela l'oblige à remplir les vides avec son imagination et c'est dans cet espace que l'intérêt grandit. La curiosité fonctionne parce que l'esprit déteste ne pas avoir de réponse claire et plus tu lui en donnes, plus elle pensera à toi. Tu dois également prendre soin de ton langage corporel et de ton énergie lorsque vous vous retrouvez. Ne montre pas d'anxiété ni n'agis comme si tu attendais cette rencontre.
Projette du calme, de la confiance et une touche de mystère. Ne parle pas trop, n'essaie pas de justifier ton silence. Laisse simplement ton attitude suggérer que ta vie est à un point solide et qu'elle n'est le centre de rien. Ce contraste entre ce qu'elle connaissait de toi et ce qu'elle voit maintenant est ce qui éveille les questions qu'elle ne peut ignorer. Évite les erreurs les plus courantes. N'essaie pas de provoquer la jalousie de manière évidente. N'invente pas de faux succès. Ne publie pas seulement pour attirer son attention. Ces actes transparents détruisent ta crédibilité. La curiosité authentique naît lorsqu'elle perçoit de vrais changements dans ta vie, pas lorsqu'elle sent la manipulation. Sois authentique dans ton progrès et laisse les résultats parler d'eux-mêmes. En fin de compte, éveiller sa curiosité n'est pas tant pour elle que pour toi. Car lorsque tu deviens quelqu'un qui évolue constamment, qui ne reste pas coincé dans le passé, ta vie génère naturellement de l'intérêt. Elle peut revenir ou non, mais ta croissance continuera d'attirer des personnes et des opportunités. Et c'est la position de force que tu ne dois jamais perdre. Ne pas être un livre ouvert que n'importe qui peut lire, mais une histoire qui se développe à chaque page et que seuls les courageux ont le privilège de découvrir. 5. Maintiens la stabilité émotionnelle. Un bâtiment peut être haut, moderne et brillant, mais s'il n'a pas de fondation solide, un simple tremblement suffit pour qu'il s'effondre en quelques secondes. C'est ainsi qu'un homme fonctionne également après le non-contact. Tu peux projeter de la force, du mystère et de l'attraction, mais si ta stabilité émotionnelle se brise au premier mouvement de sa part, tout ce qui a été construit s'effondre. La véritable différence entre un homme ordinaire et un homme de grande valeur ne réside pas dans ce qu'il dit ou ce qu'il semble être, mais dans sa capacité à rester calme au milieu de n'importe quelle tempête. Lorsque tu appliques le silence, le plus difficile n'est pas de cesser de parler, mais de contrôler ce qui se passe en toi. L'anxiété, le besoin d'un signe, la tentation de briser les règles pour ressentir un soulagement immédiat. C'est cette bataille qui définit ton caractère. Maintenir la stabilité émotionnelle signifie que, même si elle met du temps à réagir, même si elle décide de t'ignorer, tu restes debout sans t'effondrer de l'intérieur. Comment y parvenir en pratique? D'abord, reconnais tes émotions au lieu de les nier. Le silence est inconfortable et il est normal de se sentir vide ou même effrayé. La différence réside dans le fait de ne pas laisser ces émotions diriger tes actions. Lorsque l'anxiété se manifeste, cherche des moyens de la transformer, fais de l'exercice, travaille sur ton développement personnel, consacre du temps à des projets qui te mettent au défi. Chaque fois que ton esprit veut courir vers elle, montre-lui un nouveau chemin vers toi. Deuxièmement, évite les déclencheurs qui alimentent ton instabilité. Ne vérifie pas ses réseaux sociaux, ne demande pas aux autres à son sujet, ne cherche pas des signes dans chaque geste. Ces habitudes ne font qu'augmenter ta dépendance émotionnelle et t'affaiblissent. Maintenir la stabilité, c'est aussi se protéger contre les stimuli qui te déviennent de ton centre. Troisièmement, contrôle ta réaction lorsqu'elle décide de réapparaître. Elle peut le faire avec un message court, une allusion ou même une attitude froide pour te tester. Ici, ta mission est de ne pas céder à l'impulsion de répondre avec désespoir ou colère. Réponds si tu juges nécessaire, mais fais-le avec neutralité et retenue. Ni trop d'enthousiasme, ni d'indifférence exagérée. L'équilibre est ce qui transmet que tu n'es plus lié à ces jeux, que ta vie continue son cours avec ou sans sa présence. Un autre conseil clé est de maintenir des routines solides. La stabilité émotionnelle ne se construit pas seulement dans les moments de crise, elle se travaille jour après jour. Réveille-toi tôt, organise ton temps, mange bien, repose-toi suffisamment. Ces habitudes renforcent ton esprit et ton corps, créant un terrain solide où les émotions ne peuvent pas facilement t'entraîner. La discipline est la base de la sérénité. Évite à tout prix de devenir esclave de l'espoir. Attendre avec anxiété un message ou un signe, c'est laisser ton monde dépendre de quelque chose d'externe. La stabilité émerge lorsque tu acceptes n'importe quel résultat, même la possibilité qu'elle ne revienne pas. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est du pouvoir.
Parce qu'un homme qui reste entier face à l'incertitude est un homme qui ne peut pas être manipulé. En conclusion, maintenir la stabilité émotionnelle, c'est construire des fondations impossibles à briser. Peu importe si elle essaie de te provoquer, si elle joue avec ton silence ou si elle décide de disparaître, tu restes le même, ferme, centré et en contrôle. Cette constance est ce qui suscite le plus de respect et d'attraction, car elle montre que ta valeur ne dépend de personne. En fin de compte, un homme de grande valeur ne se définit pas par ce qu'il réalise lorsque tout va bien, mais par la force qu'il maintient lorsque tout semble s'effondrer. 6. Exige la réciprocité. Un pont ne tient pas si une seule extrémité le supporte. Tôt ou tard, il se brise sous le poids. Il en va de même dans une relation. Si une seule personne donne, si une seule personne fait des efforts, si une seule personne maintient le lien, l'usure est inévitable. Après le non-contact, vient le moment où tu dois exiger la réciprocité, car la stabilité émotionnelle et le respect de soi ne servent à rien si tu acceptes de retourner à une dynamique où tout le poids repose sur toi. Un homme de grande valeur comprend que donner sans recevoir n'est pas de l'amour, c'est de la soumission. Et c'est une ligne qu'il ne doit jamais franchir. Exiger la réciprocité ne signifie pas imposer, manipuler ou réclamer avec colère. Cela signifie établir une norme ferme. Si elle veut une place dans ta vie, elle doit le prouver par des actions réelles, pas par des promesses vides ou des gestes superficiels. C'est ici que beaucoup échouent, parce qu'ils pensent qu'ils doivent accepter le minimum pour la récupérer. Et cette attitude les plonge dans un cycle de dépendance. Quand tu acceptes des miettes, tu deviens un homme oubliable, mais quand tu établis une norme claire, tu deviens quelqu'un de respecté. Comment appliquer cette leçon en pratique? D'abord, observe la qualité de ses actions. Te cherche-t-elle seulement quand elle sent qu'elle est en train de te perdre ou fait-elle un effort constant pour se reconnecter? Une réaction isolée ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la constance. Si elle veut vraiment revenir dans ta vie, elle le montrera par un intérêt sincère, par du temps, par la volonté de t'écouter et par des changements visibles dans son comportement. S'il n'y a pas de réciprocité, le silence doit être maintenu, car revenir sans condition est un recul. Deuxièmement, évite de justifier son manque d'effort. Beaucoup d'hommes se trompent en disant « peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle a besoin de temps, peut-être qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle ressent ». Ces excuses ne font que prolonger l'auto-tromperie. La réciprocité est simple. Si elle apprécie ta présence, elle le montrera. Si elle ne le fait pas, il n'y a plus rien à dire. Troisièmement, sois clair dans ton comportement. Il n'est pas nécessaire de faire des discours ou des avertissements. Ton attitude doit être celle qui fixe la norme. Si elle donne, tu donnes. Si elle fait des efforts, tu réponds. Mais si elle cherche seulement à recevoir sans rien apporter, garde tes distances. Cette cohérence est ce qui montre que tes règles ne sont pas négociables. Le respect se gagne lorsque tes actions sont fermes et constantes, pas lorsque tu cèdes au moindre stimulus. Un autre conseil important est de ne pas confondre réciprocité avec perfection. Il ne s'agit pas d'attendre qu'elle fasse tout comme tu l'imagines, mais qu'il y ait un équilibre juste. De petits gestes d'intérêt, une attention réelle, une disponibilité pour grandir ensemble sont des signes qu'elle comprend ta valeur. Ce que tu ne dois jamais accepter, c'est l'indifférence déguisée en affection ou le contact superficiel déguisé en engagement. Exiger la réciprocité est aussi une façon de protéger ton énergie. Tu ne peux pas dépenser ton temps ni tes émotions pour quelqu'un qui n'est pas prêt à investir la même chose. Si elle ne répond pas avec la même intensité, cela signifie qu'elle n'est pas alignée avec toi. Et même si cela peut faire mal, il vaut mieux le découvrir à temps que de te noyer dans une relation déséquilibrée. En conclusion, ce point définit la différence entre un homme qui se contente et un homme qui se respecte. Si tu décides de rouvrir la porte, que ce soit à condition qu'elle marche aussi vers toi, ne mendie pas l'attention ni ne justifie le manque d'effort. Un lien réel se construit avec deux personnes qui donnent et reçoivent dans la même mesure. Si cet équilibre n'existe pas,
Ton devoir est de rester ferme, car la réciprocité n'est pas un luxe, c'est la base de toute relation saine. 7. Renforce ta croissance personnelle. Un arbre qui cesse de grandir commence à se dessécher de l'intérieur, même si de l'extérieur il semble toujours vert. Il en va de même pour un homme qui s'arrête après le non-contact. Il peut sembler calme, il peut maintenir le silence, mais s'il n'investit pas dans sa propre croissance, tôt ou tard, la faiblesse se fait sentir. Le véritable objectif de cette stratégie n'est pas qu'elle revienne, c'est que tu avances, que tu renforces chaque domaine de ta vie jusqu'à devenir quelqu'un d'aussi solide que personne ne peut ignorer ta valeur. L'erreur commune est d'utiliser le non-contact comme une pause pour attendre, au lieu de le voir comme un moteur pour évoluer. Un homme de grande valeur comprend que chaque jour de silence est une opportunité pour se renforcer. Si auparavant tu investissais de l'énergie à poursuivre, maintenant cette même énergie doit être dirigée vers toi. Parce qu'au final, ce qui suscite le plus d'attraction et de respect n'est pas le vide qu'elle ressent, mais le changement réel qu'elle voit quand elle te regarde à nouveau. Comment renforcer ta croissance personnelle en pratique? Commence par ton corps. Le physique est ta carte de visite et améliorer ta condition, t'entraîner avec discipline, bien manger et te reposer suffisamment te donne plus qu'une bonne apparence. Cela te donne de l'énergie, de la confiance et de la discipline. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de faire de ton corps le reflet de ton autocontrôle. Ensuite, travaille ton esprit. Lis, étudie, apprends de nouvelles compétences. Si auparavant ton temps était pris dans des disputes ou des pensées obsessionnelles, il doit maintenant se transformer en investissement de connaissances. Un homme qui grandit intellectuellement ne s'améliore pas seulement pour lui, il devient aussi quelqu'un qui apporte plus dans n'importe quel environnement. Cette expansion mentale est ce qui différencie un homme coincé dans le passé de celui qui avance. Ne néglige pas tes émotions. Grandir implique aussi de guérir des blessures, d'affronter des peurs et de travailler sur la stabilité intérieure. La méditation, l'écriture ou même la thérapie sont des outils puissants pour transformer l'anxiété en clarté. Parce qu'un homme qui se comprend lui-même cesse d'être esclave de ses émotions et projette un calme qui se ressent même en silence. La croissance personnelle se reflète aussi dans ton environnement. Améliore ton style, prends soin de ton espace, organise ta vie financière. Tu n'as pas besoin de luxe, tu as besoin d'ordre. Une vie structurée en dit plus sur toi que 1000 mots. Quand quelqu'un voit que ton monde est en équilibre, il comprend que tu n'attends rien ni personne pour avancer. Un point clé est de te maintenir constamment au défi. Ne cherche pas le confort. Cherche des défis qui te font sortir de ce que tu connais. Inscris-toi à un cours, voyage, apprends une langue, change des habitudes qui te limitaient auparavant. Chaque défi surmonté est une preuve que ta valeur ne dépend pas d'une relation, mais de ta capacité à évoluer sans t'arrêter. Évite l'erreur d'utiliser la croissance seulement comme une stratégie pour la récupérer. Cette voie te fera perdre rapidement la motivation. La véritable croissance doit venir de toi, de ta vision de l'avenir et de la conviction que tu n'as pas besoin d'approbation externe pour avancer. Quand ton amélioration est authentique, les autres le remarquent et l'attraction se ravive sans effort. Mais le plus important est que tu ne dépends plus de son retour, ou non. En conclusion, renforcer ta croissance personnelle est le cœur de tout ce processus. Ce n'est pas une option, c'est l'essence qui transforme le silence en pouvoir. Les pièges les plus dangereux n'arrivent pas avec des cris ou des menaces, mais déguisés en questions innocentes. Tu ne me fais vraiment pas confiance? Pourquoi exagères-tu autant? Si tu m'aimes, pourquoi ne le fais-tu pas pour moi? Des mots qui semblent être de simples doutes, mais qui sont en réalité des hameçons chargés de poison émotionnel. Chacun cherche la même chose. Semer l'insécurité, te faire sentir coupable et affaiblir ta confiance jusqu'à ce que tu cèdes ton pouvoir sans t'en rendre compte. Le manipulateur n'a pas besoin de force physique. Son arme, ce sont les mots, tranchants comme des couteaux cachés derrière un geste aimable. Ils le savent,
S'ils parviennent à te faire douter de toi-même, ils n'ont plus besoin de te lier, car tu te seras lié tout seul. C'est là le véritable danger, permettre à ces phrases de devenir un écho dans ton esprit, se répétant jusqu'à ce que tu crois qu'ils ont raison. Le stoïcisme répond avec la fermeté d'un mur. Il nous rappelle que l'esprit est une citadelle que personne ne peut envahir si nous n'ouvrons pas la porte. La sérénité, la clarté et la raison sont le bouclier contre ces pièges. Il ne s'agit pas de discuter avec le manipulateur ou de chercher à le faire comprendre, mais de rester maître de ton intérieur, sûr de ton jugement et de tes valeurs. Dans cette vidéo, nous allons démasquer ces questions et montrer comment répondre avec calme et fermeté. Parce que lorsque tu apprends à reconnaître le poison, il ne peut plus te blesser. Et quand tu sais comment protéger ton esprit, aucune manipulation ne peut te contrôler. Reste avec nous, car ce que tu découvriras ici ne sont pas de simples réponses. Ce sont des armes de clarté qui te rendront inébranlable face à toute tentative de contrôle psychologique. 1. Tu ne me fais vraiment pas confiance ? Un cadenas peut sembler un objet insignifiant jusqu'à ce que tu comprennes qu'il protège ce qu'il y a de plus précieux. L'esprit fonctionne de la même manière. Si tu ne sécurises pas la serrure, n'importe qui peut entrer et semer le doute. Le manipulateur le sait et c'est pourquoi il pose des questions déguisées en préoccupation, comme celle-ci. Tu ne me fais vraiment pas confiance ? Il ne le fait pas parce qu'il se soucie de ta confiance, mais parce qu'il cherche à ouvrir une brèche dans ta sécurité. Cette question semble innocente, mais en réalité, c'est un coup calculé qui vise à te faire justifier, à te faire sentir coupable et à faire passer ta voix en dessous de la sienne. Quand quelqu'un te lance cette phrase, ce qu'il dit vraiment, c'est « Prouve-moi que je suis au-dessus de ton jugement ». Ici, le jeu psychologique est clair. Si tu tombes dans le piège, tu finis par prouver que tu lui fais confiance, même lorsque tes instincts te disent le contraire. Et c'est là le problème, car ce que tu sacrifies n'est pas seulement une opinion, mais ton propre jugement. Marc Aurèle disait que la plus grande richesse est de se gouverner soi-même, et cette richesse est perdue lorsque tu donnes ta confiance sous pression et non par conviction. La clé stoïcienne pour neutraliser ce poison est de se rappeler que la confiance ne se réclame pas, elle se construit par des actions. Quand quelqu'un te demande si tu ne lui fais vraiment pas confiance, ta réponse n'a pas besoin d'être défensive ni agressive, mais ferme. La confiance se démontre par les actes, pas par les mots. Dire cela non seulement désarme la manipulation, mais te place aussi sur un terrain de clarté, où tu ne cèdes pas à la culpabilité, ni ne donnes plus que ce qui est dû. Un conseil pratique est d'apprendre à reconnaître l'intention derrière la question avant de répondre. Fais une pause et demande-toi, cette personne cherche-t-elle à clarifier ou à dominer ? Cette pause est ton bouclier, car elle te permet de répondre avec raison et non avec émotion. Une autre attitude fondamentale est de ne pas te sentir obligé de donner des explications longues. Un manipulateur se nourrit de tes justifications, tandis qu'une réponse brève, claire et sereine coupe le jeu à la racine. Il est également vital de renforcer ton jugement personnel. Le stoïcien sait que son jugement est son plus grand trésor et que personne ne peut lui imposer des doutes s'il ne les accepte pas lui-même. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un essaie de te faire sentir coupable avec cette question, rappelle-toi, la confiance ne se mendie pas, elle se gagne. Si tu as des raisons de douter, ne les ignore pas par peur de déranger. Ce malaise momentané est préférable à la trahison silencieuse qui survient lorsque tu tais ce que tu ressens vraiment. Un autre conseil est de pratiquer la sérénité. Ne réponds pas avec colère, car cela alimente le conflit. Réponds avec sérénité, car cela montre la maîtrise. Le manipulateur s'attend à ce que tu cèdes ou que tu exploses, mais tu le désarmes quand tu gardes un ton calme et ferme. C'est la véritable victoire, montrer que ta paix intérieure ne dépend pas des pièges externes. La prochaine fois que tu entendras « Tu ne me fais vraiment pas confiance », rappelle-toi le cadenas de ton esprit. Si tu laisses n'importe qui l'ouvrir, tu perdras ce que tu as de plus précieux, ton autonomie. Mais si tu apprends à le garder fermé avec raison, clarté et calme,
personne ne pourra te manipuler. C'est la voie stoïcienne, vivre avec la certitude que ta confiance n'est pas donnée par obligation, mais par choix, et que ta force intérieure ne se négocie avec aucune question empoisonnée. 2. Si tu m'aimes, pourquoi ne le fais-tu pas pour moi? Le véritable amour ne devrait jamais devenir un fardeau. Cependant, les manipulateurs savent déguiser leur contrôle avec des phrases qui semblent douces, mais qui cachent un poison lent. La question « Si tu m'aimes, pourquoi ne le fais-tu pas pour moi ?» est l'un de ces pièges empoisonnés. Elle ne cherche pas à célébrer l'amour, elle cherche à l'utiliser comme monnaie d'échange, comme si ton affection devait être mesurée en sacrifice imposé. C'est comme si quelqu'un te donnait une belle fleur, mais en la prenant, tu découvres qu'elle est pleine d'épines cachées qui finissent par déchirer ta main. Le jeu psychologique ici est clair. La personne prétend que ton amour doit se transformer en obéissance, en renonçant à ton jugement et à ta volonté pour lui faire plaisir. Mais ce n'est pas une preuve d'amour, c'est une manipulation émotionnelle conçue pour te forcer à céder. L'amour, compris dans la sérénité stoïcienne, n'est ni une prison ni une obligation. C'est un lien libre, où deux personnes marchent ensemble sans perdre leur indépendance ni leurs principes. Quand quelqu'un transforme l'amour en chantage, il transforme un sentiment noble en un mécanisme de contrôle. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas abandonner ce qui est le plus sacré, notre autonomie. Marc Aurèle avertissait que la dignité de l'être humain repose sur la capacité de décider par soi-même. Si tu cèdes tes décisions pour éviter un reproche déguisé en amour, tu cèdes ta liberté intérieure. L'amour ne peut pas être une excuse pour briser la volonté. C'est pourquoi, face à cette question venimeuse, la réponse ferme et claire. Aimer ne signifie pas me perdre moi-même. Cela signifie partager ce que je suis sans cesser de l'être. Un conseil pratique est de ne pas répondre immédiatement. Les manipulateurs attendent que tu agisses sous la pression du moment, que tu ressentes la culpabilité si forte que tu n'as pas le temps de réfléchir. Fais une pause. Cette pause est du pouvoir. Respire et demande-toi, cet acte qu'on me demande, reflète-t-il l'amour ou le contrôle? Si le second pèse plus lourd, ta réponse doit être un non serein, car céder là ne renforce pas la relation, il l'empoisonne. Une autre attitude vitale est d'apprendre à distinguer entre le sacrifice authentique et le sacrifice imposé. Dans une relation saine, les deux peuvent faire des efforts pour l'autre, mais toujours à partir d'un choix conscient, pas d'une obligation déguisée en épreuve. Le manipulateur ne cherche pas ton choix, il cherche ta soumission. Et voici la différence. Ce qui naît de la liberté renforce le lien. Ce qui naît de la culpabilité le détruit lentement. Il est également important de se rappeler que celui qui t'aime n'a pas besoin de te manipuler. Si quelqu'un utilise l'amour comme argument, il cherche probablement non pas ton bien-être, mais ton obéissance. Et c'est là que la philosophie stoïcienne nous rappelle que personne ne peut contrôler notre esprit si nous ne le permettons pas. Ton amour ne doit pas être une arme contre toi-même. Si l'autre ne comprend pas, le problème n'est pas en toi, mais dans ses intentions. Un exercice utile est de s'entraîner à des phrases fermes qui te permettent de couper le chantage émotionnel sans tomber dans des explications interminables. Tu peux répondre « L'amour ne se mesure pas par ce que je cède, il se mesure par le respect que nous nous portons. » En utilisant ces mots, tu places le poids là où il doit être, dans le respect mutuel, pas dans la manipulation. La prochaine fois que tu entendras « Si tu m'aimes », pourquoi ne le fais-tu pas pour moi? Pense à la fleur avec des épines. Tout ce qui semble tendre ne l'est pas. Tout ce qui parle d'amour ne provient pas d'un sentiment pur. Si tu apprends à reconnaître le piège, tu pourras maintenir ta dignité sans ressentir de culpabilité. 3. Ne veux-tu pas être une bonne personne? Un juge invisible peut être plus redoutable que n'importe quel ennemi réel. Ce juge est la voix de la culpabilité que d'autres essaient de semer en toi. Quand quelqu'un te pose la question « Ne veux-tu pas être une bonne personne ?» En réalité, il n'en appelle pas à ta vertu. Il essaie d'imposer sa définition de ce que signifie être bon.
C'est comme s'il te donnait un miroir manipulé. En te regardant dedans, tu ne vois pas ton véritable reflet. Tu vois l'image déformée que l'autre veut que tu assumes. Le manipulateur sait que la plupart des gens veulent être vus comme justes, nobles et corrects. Il profite de cette aspiration pour créer un piège. Avec cette question, il cherche à te faire croire que si tu ne satisfais pas ses exigences, alors tu es égoïste, froid ou insensible. Il ne te juge pas pour ce que tu fais réellement, mais pour ce qu'il décide d'interpréter de ton comportement. Et c'est là le poison, te mettre dans une position où il semble que tu n'as que deux options, obéir ou porter l'étiquette de mauvaise personne. Le stoïcisme enseigne que la véritable bonté ne dépend pas de l'opinion extérieure. Sénèque rappelait que le chemin de la vertu est de marcher droit, même si personne ne le reconnaît. Être bon n'est pas obéir à tout le monde, c'est vivre selon la raison, la justice et tes principes. Si tu acceptes cette question manipulatrice sans la remettre en question, tu laisses quelqu'un d'autre définir ta morale et sa commodité se déguise en vertu. La façon de neutraliser ce piège est de se rappeler que la vertu ne se démontre pas en satisfaisant les caprices des autres, mais en agissant avec cohérence. Face à ce type de pression, une réponse ferme peut être « Être une bonne personne ne signifie pas obéir, cela signifie agir avec justice ». En utilisant cette phrase, tu ne tombes pas dans la provocation et tu réaffirmes que ton critère moral n'est pas à vendre. Un conseil pratique est d'examiner tes motivations avant de répondre. Demande-toi, est-ce que je considère cette action parce qu'elle est vraiment juste ou parce que j'ai peur d'être jugé? Cette différence marque ta liberté. Le manipulateur veut que tu confondes bonté avec obéissance, mais la clarté stoïcienne consiste à séparer les deux. Lorsque tu sais que ton intention est droite, tu n'as plus besoin de l'approbation de celui qui essaie de te faire chanter. Un autre conseil est d'apprendre à tolérer l'inconfort, de ne pas être vu comme bon par tout le monde. Le désir d'être approuvé peut devenir une chaîne si tu ne le contrôles pas. Les stoïciens comprenaient que la réputation est fragile et souvent injuste, mais la seule chose qui compte est ce que tu sais de toi-même. Si ta conscience est en paix, aucune étiquette externe ne peut te nuire. Un exercice utile est de s'entraîner à des phrases internes qui renforcent ton autonomie morale. Tu peux te répéter « Ma valeur ne dépend pas d'être acceptée, elle dépend de vivre avec droiture ». Cela t'aide à désarmer le poison émotionnel avant qu'il ne s'installe dans ton esprit. De plus, évite de tomber dans de longues explications pour prouver que tu es bon. Le manipulateur ne cherche pas ta vérité, il cherche ta soumission. La prochaine fois que quelqu'un te demandera « Ne veux-tu pas être une bonne personne ?» Rappelle-toi le miroir manipulé. N'accepte pas les reflets qui ne sont pas les tiens. La véritable bonté ne se définit pas dans la bouche de l'autre, elle se démontre par tes actes cohérents. Être une bonne personne ne signifie pas toujours dire oui, c'est savoir quand un non est la réponse la plus juste. C'est la force que le stoïcisme nous laisse. Vivre avec une boussole intérieure si ferme qu'aucune manipulation ne peut la dévier de son cap. 4. Pourquoi exagères-tu autant? Un incendie ne commence pas par un grand feu, mais par une étincelle. Et bien souvent, lorsque tu exprimes quelque chose qui te dérange ou qui te fait mal, le manipulateur lance cette phrase « Pourquoi exagères-tu autant ?» Ce qu'il cherche n'est pas à éteindre l'étincelle avec de l'eau, mais à l'étouffer avec du mépris. Il veut que tu doutes de ta perception, que tu penses que ce que tu as vu, ressenti ou compris n'a pas de valeur. Cette phrase est comme jeter de la terre sur une graine avant qu'elle ne puisse pousser. Elle essaie d'enterrer ta voix avant qu'elle ne prenne de la force. Le mécanisme psychologique derrière est clair. En t'accusant d'exagérer, le manipulateur déplace l'attention du problème réel vers ta réaction. Il ne s'agit plus de ce qui s'est passé, mais de comment tu l'as soi-disant magnifié. Avec cette stratégie, il réussit à te mettre sur la défensive, essayant de justifier que ta douleur ou ta colère sont légitimes. Et pendant que tu t'efforces de t'expliquer, il évite la responsabilité de ses actes. C'est un tour subtil. Transformer ton expérience en un défaut et son comportement en quelque chose d'invisible.
Le stoïcisme enseigne que la perception est le premier filtre de la réalité. Épictète répétait que les choses ne nous affectent pas, mais la façon dont nous les interprétons. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un essaie d'invalider ta perception avec l'étiquette d'exagérer, ce qu'il fait vraiment, c'est attaquer ta capacité à interpréter le monde. Si tu tombes dans le piège, tu commences à douter de ton jugement et tu cèdes le pouvoir de ton esprit. Mais le stoïcien sait que son jugement est sa force. Il ne permet pas à un autre de le définir comme faible ou dramatique simplement parce qu'il dérange avec la vérité. Comment neutraliser ce piège? La première chose est de reconnaître l'intention. La phrase « Pourquoi exagères-tu autant ?» est rarement un appel à l'équilibre, c'est presque toujours une manœuvre pour invalider. Un conseil pratique est de ne pas entrer dans le jeu de justifier chaque détail. Répondre calmement « Je n'exagère pas, j'exprime simplement ce que je perçois » ramène le poids de la conversation au point central. C'est une façon de maintenir la clarté sans perdre son calme. Un autre conseil est de renforcer ta confiance émotionnelle. Si tu sais ce que tu as vu ou ressenti, tu n'as pas besoin que l'autre le valide. La sérénité naît de l'acceptation de ta perception comme légitime, même si tout le monde ne la partage pas. Le manipulateur se nourrit de ton insécurité. Quand il perçoit que tu ne doutes pas de toi, il perd du terrain. Et c'est là que se reflète la puissance stoïcienne. La conviction interne vaut plus que toute discréditation externe. Il est également vital d'apprendre à faire la différence entre observer et réagir. Tu peux observer que quelqu'un minimise ton expérience sans réagir avec colère ou avec des défenses étendues. Cette observation te permet de décider sereinement. Veux-tu continuer à expliquer à quelqu'un qui ne cherche pas à te comprendre ou préfères-tu rester ferme dans ta vision? Cette capacité de choisir et non de réagir est la véritable liberté que les stoïciens défendaient. Un exercice pratique est de répondre avec des faits, pas avec des émotions. Si quelqu'un insiste pour dire que tu exagères, limite ta réponse à une description claire de ce qui s'est passé. De cette façon, tu évites d'entrer dans le terrain subjectif qu'il veut dominer et tu soutiens ta crédibilité avec sérénité. Il ne s'agit pas de le convaincre, mais de ne pas laisser son étiquette déformer ta propre certitude. La prochaine fois que tu entendras « Pourquoi exagères-tu autant ?» souviens-toi de l'étincelle de l'incendie. Le fait qu'il essaie de l'étouffer ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Tu sais ce que tu as vu, ce que tu as ressenti et ce que tu as vécu. Tu n'as pas besoin de l'amplifier, mais tu ne dois pas non plus laisser enterrer sous des mots vides. La voie stoïcienne est claire, fais confiance à ton jugement, sois maître de ta perception et ne laisse personne éteindre ta voix en l'appelant exagération. 5. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me rembourses. Les dettes les plus lourdes ne sont pas celles qui se comptent en argent, mais celles que quelqu'un essaie de graver dans ta conscience. Cette phrase « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me rembourses » est comme une facture éternelle qui n'est jamais totalement réglée. Peu importe combien tu as donné, combien tu as fait ou combien tu as répondu, le manipulateur trouve toujours un moyen de te rappeler que tu es en dette. C'est une chaîne invisible, faite de faveurs accumulées, de souvenirs sélectionnés et de culpabilité semée intentionnellement. Le mécanisme psychologique est simple et pervers. Celui qui prononce cette phrase cherche à se placer dans le rôle de bienfaiteur absolu, comme si chaque geste de sa part était un sacrifice qui exige de l'obéissance de ta part. Avec cette stratégie, il ne cherche pas seulement à minimiser tes efforts, mais il transforme aussi ta liberté en un terrain hypothéqué. Désormais, toute décision que tu prends peut être remise en question avec cette dette supposée. Tu n'agis plus selon ta volonté, mais sous la pression de ne pas vouloir paraître ingrat. Le stoïcisme enseigne que la gratitude est une vertu, mais elle ne doit jamais devenir une chaîne. Marc Aurèle écrivait qu'il est juste de reconnaître le bien reçu, mais que nous ne devons jamais perdre de vue que notre vie appartient à notre raison, et non à la dette imposée par d'autres. La gratitude authentique naît de la liberté, tandis que la gratitude forcée n'est qu'une autre forme d'esclavage émotionnel.
Comment répondre à cette manipulation? Le premier conseil est de distinguer entre la gratitude réelle et le chantage émotionnel. Être reconnaissant ne signifie pas se soumettre. Tu peux reconnaître ce que quelqu'un a fait pour toi sans lui permettre d'utiliser ce souvenir comme une arme pour te contrôler. Une réponse ferme et sereine peut être « J'apprécie ce que tu as fait, mais mes décisions ne sont pas définies par des dettes, elles sont définies par ce qui est juste. » De cette façon, tu reconnais le geste, mais en même temps tu protèges ta liberté. Un autre conseil est d'éviter de tomber dans le piège de te justifier avec de longues explications. Le manipulateur se nourrit de tes défenses, car chaque mot de ta part renforce l'idée que tu lui dois quelque chose. La clarté consiste à répondre brièvement, sans hostilité mais avec fermeté. Ainsi, tu montres que tu n'ignores pas le passé, mais que tu ne le transformes pas non plus en une prison qui dicte ton présent. Il est également important de travailler sur l'acceptation intérieure que tu ne pourras jamais satisfaire celui qui utilise cette tactique. Cette personne trouvera toujours un moyen de te rappeler ce que tu lui dois soi-disant. Car l'objectif n'est pas la reconnaissance mais le contrôle. Savoir cela te libère de l'illusion qu'un jour il se sentira satisfait. Le stoïcien accepte la réalité telle qu'elle est et agit en conséquence, sans attendre que les autres changent leur nature. Un exercice pratique est de porter l'attention sur la réciprocité. Demande-toi, ai-je aussi donné dans cette relation? Ai-je contribué, soutenu ou accompagné? La plupart du temps, tu découvriras que oui, et que le manipulateur omet simplement tes contributions parce que son intérêt n'est pas l'équilibre, mais de te maintenir en position de débiteur. Reconnaître tes propres actions est un moyen de retrouver la perspective et d'éviter que son discours efface ta valeur. La prochaine fois que quelqu'un te dira « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me rembourses ?» rappelle-toi que ta vie n'est pas une dette en suspens. Personne n'a le droit de te facturer la liberté sous prétexte de faveurs passées. La gratitude est noble quand elle est libre, mais elle devient du poison lorsqu'elle est utilisée comme une arme. 6. Ne fais-tu pas confiance à ton propre jugement? Il y a des miroirs qui ne reflètent pas ton image, mais celle que quelqu'un d'autre veut que tu vois. Quand un manipulateur pose la question « Ne fais-tu pas confiance à ton propre jugement ?» ce qu'il fait, c'est te mettre devant l'un de ces miroirs déformés. Il ne cherche pas à te faire réaffirmer ce que tu penses, mais à te faire douter, à te briser au milieu de l'incertitude. C'est un jeu astucieux. Avec une seule phrase, il transforme ta sécurité en suspicion et ton jugement en un champ de mine où chaque pas semble incertain. Le mécanisme derrière cette question est sophistiqué. D'abord, le manipulateur te fait croire que ta perception est faible ou erronée. Ensuite, il te propose sa vision comme le chemin correct, comme s'il avait une clarté qui te manque. En faisant cela, il réussit à te faire arrêter de t'écouter et à commencer à suivre ses indications, pensant que sans elles, tu ne peux pas décider. C'est une façon de kidnapper ta confiance de l'intérieur. Le stoïcisme, cependant, enseigne le contraire. Épictète répétait que notre esprit est la seule chose véritablement à nous, et que renoncer à lui, c'est perdre la liberté la plus sacrée. Faire confiance à ton propre jugement ne signifie pas que tu ne te trompes jamais. Cela signifie que tu reconnais ta capacité à raisonner, à apprendre et à corriger. L'erreur devient un maître, pas une chaîne. C'est pourquoi le poison de cette question consiste à te faire croire que te tromper est si grave que tu dois dépendre d'un autre pour décider. Le stoïcien ne craint pas de se tromper, il craint de renoncer à lui-même. Comment neutraliser cette manipulation? Le premier conseil est de se rappeler que la sécurité ne vient pas de la perfection, mais de la cohérence. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours raison pour avoir confiance en toi. Ce dont tu as besoin, c'est d'être fidèle à ton processus, à ta capacité d'évaluer et d'agir avec honnêteté. Lorsque quelqu'un te pose cette question, tu peux répondre calmement. Oui, je fais confiance à mon jugement, même si je peux me tromper. Je préfère apprendre de mes décisions que de dépendre des tiennes. Un autre conseil pratique est de s'entraîner à réfléchir avant de décider. Le manipulateur profite des doutes soudains, des moments où il te presse d'agir rapidement.
Fais une pause. Cette pause est ton terrain de contrôle. Demande-toi, cette décision est-elle alignée avec mes valeurs ou est-ce que je réponds à la peur qu'ils veulent m'imposer? Cette simple question filtre la manipulation et te rend la clarté. Il est également utile de reconnaître que faire confiance en soi n'est pas la même chose que de se fermer au monde. Tu peux écouter des conseils, tu peux considérer des opinions, mais à la fin, la décision doit passer par ton filtre. Le stoïcien écoute, mais ne se soumet pas. Il est attentif, mais n'abdique pas de son jugement. Cet équilibre est ce qui évite de tomber dans le piège de ceux qui cherchent à te faire confondre humilité et dépendance. Un exercice puissant est de pratiquer des affirmations internes qui renforcent ton jugement. Des phrases comme « j'ai le droit de décider et d'apprendre de mes décisions » ou « mon esprit est ma force, pas mon ennemi ». En les répétant, tu entraînes ta confiance et réduis l'impact de ces doutes empoisonnés que d'autres essaient de semer. La prochaine fois que quelqu'un te dira « Ne fais-tu pas confiance à ton propre jugement ?» rappelle-toi le miroir déformé. N'accepte pas un reflet manipulé, comme si c'était ta vérité. Ton jugement n'a pas besoin d'être parfait pour être précieux. L'important est qu'il t'appartienne. Le chemin stoïcien ne consiste pas à éviter les erreurs, mais à être le maître de tes décisions et à apprendre d'elles avec dignité. Parce que rien n'est plus dangereux que de laisser quelqu'un d'autre penser pour toi, et rien n'est plus libérateur que de rester fidèle à la voix de ta raison, même si le monde essaie de la faire taire. 7. Vas-tu me faire passer pour le méchant de l'histoire? Dans chaque histoire, il y a des héros et des méchants, mais le manipulateur essaie de réécrire le scénario pour que tu portes le blâme de ce qu'il a lui-même provoqué. Quand il dit « Vas-tu me faire passer pour le méchant de l'histoire ?» il ne reconnaît pas ses erreurs, il essaie de te faire les cacher pour protéger son image. C'est comme si quelqu'un jetait des déchets dans ta maison et t'accusait ensuite d'être cruel en montrant le désastre. Il ne veut pas assumer les conséquences de ses actes, il veut que tu sois complice de sa version maquillée de la réalité. Le mécanisme de cette manipulation est l'inversion des rôles. Le véritable responsable se pose en victime anticipée, te forçant à sentir que si tu parles ou pointes du doigt ce qui s'est passé, tu le trahiras ou nuiras à sa réputation. La pression ne réside pas dans ce que tu as fait, mais dans la peur d'être vu comme injuste ou cruel si tu l'exposes. Avec cette stratégie, le manipulateur cherche à se protéger avec ton silence et à conserver intact le masque qu'il montre aux autres. Le stoïcisme enseigne que la justice ne dépend pas des apparences, mais de la vérité. Sénèque avertissait que l'honnêteté tient même quand elle dérange. Si quelqu'un craint d'être vu comme un méchant, la solution n'est pas que tu te taises, mais qu'il agisse avec droiture. La responsabilité de l'image repose toujours sur les actions, pas sur celui qui les pointe du doigt. C'est pourquoi, lorsque tu es confronté à cette question, tu dois te rappeler que ton devoir n'est pas de protéger les masques des autres, mais de garder ta conscience propre. Comment répondre? Une attitude claire est de ne pas accepter le rôle de complice. Tu peux dire calmement « Je ne fais pas de méchant. Chacun écrit son rôle avec ses actes. » Cette réponse désarme la manipulation, car elle ramène le poids à l'origine du problème, son comportement, pas ta voix. La fermeté n'est pas dans l'attaque, mais dans le refus de porter des fautes qui ne te reviennent pas. Un autre conseil pratique est de perdre la peur des interprétations des autres. Une partie de la force de cette manipulation réside dans le fait de te faire craindre le jugement externe. Le stoïcien comprend qu'il ne contrôle pas ce que les autres pensent, seulement ce qu'il fait. Si quelqu'un t'accuse de le transformer en méchant en montrant la vérité, rappelle-toi que ce n'est pas ton devoir de contrôler comment les autres le perçoivent, mais d'être fidèle à ta raison et à ta justice. Il est également vital de reconnaître que protéger le manipulateur ne fait que renforcer le cycle. Si tu te tais par peur de son image, tu lui permets de répéter le schéma encore et encore. La justice se défend avec clarté, pas avec des silences forcés. En restant ferme, tu envoies un message clair. La vérité ne se négocie pas pour les apparences.
Un exercice utile est de tenir un registre mental ou écrit de ce qui s'est passé. Cela t'aide à ne pas tomber dans la confusion que le manipulateur veut créer. Quand tu doutes de tes souvenirs, il gagne du terrain. Mais si tu gardes une clarté sur ce qui s'est passé, la manipulation perd de sa force. La raison est ton meilleur bouclier contre la distorsion de l'histoire. La prochaine fois que tu entendras « Vas-tu me faire passer pour le méchant de l'histoire ?» Rappelle-toi que tu n'es pas l'auteur de son rôle. Chaque personne construit son image avec ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Si ses actes le montrent comme un méchant, ce n'est pas parce que tu l'exposes, c'est parce qu'il a choisi cette voie. La voie stoïcienne t'enseigne à soutenir la vérité sans peur, à défendre ta conscience au-dessus de tout masque et à te rappeler que la véritable justice ne protège pas les apparences, elle protège l'intégrité.